C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce bilan meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo. Près de 90 personnes ont été tuées cette semaine dans des attaques meurtrières attribuées aux ADF, des rebelles d'origine ougandaise affiliés au groupe État islamique. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le bilan du sommet sur le climat en Afrique, il a démarré ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie et s'est achevé ce mercredi. Le continent va-t-il peser plus à la veille de rendez-vous internationaux importants? Nous poserons la question à notre invitée Nadia Maizi, co-auteure du 6e rapport du GIEC. Enfin, nous irons au Sénégal au lendemain du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga ont remporté la rencontre face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Les réactions des supporters à la fin de cette édition. L'est de la RDC, de la République démocratique du Congo, de nouveau endeuillé. Près de 90 personnes ont été tuées cette semaine dans des attaques attribuées aux ADF, un groupe rebelle d'origine ougandaise affilié au groupe État islamique. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Les habitants de Ntoyo, dans le territoire de Lubero, enterrent leurs morts, des proches égorgés, tués à la machette ou brûlés dans leur maison par les rebelles ADF, un groupe armé lié à l'État islamique. Dans la même nuit, une autre attaque attribuée aussi aux ADF a eu lieu dans le territoire voisin de Beni. Au total, au moins 89 personnes ont été tuées. Alors pour faire face à ces attaques meurtrières, la RDC et l'Ouganda ont lancé fin 2021 une opération militaire conjointe, mais selon les spécialistes, si des bases ADF ont été neutralisées, cette opération peine à faire baisser le niveau de violence contre les civils. L'opération Chouja a davantage renforcé, poussé les ADF vers des zones plus compliquées, les forêts, les zones intérieures. Et donc aujourd'hui, on a certes une sécurité au niveau de frontières ougandaises, mais des mouvements qui sont prolongés vers les zones plus compliquées, les forêts, où l'armée congolaise ne s'y aventure pas. Et donc on a certes travaillé à renforcer la sécurité de la frontière pour l'Ouganda, mais les populations congolaises sont plus ou moins abandonnées avec des mouvements rebelles qui sont dans les zones difficilement accessibles. C'est le cas du Lubero. C'est le cas des forêts au Lubero, c'est le cas également dans les Mambasa. Dans un communiqué, le gouvernement congolais a condamné ces attaques et a réitéré son engagement à protéger la population et traquer les terroristes. De son côté, la société civile de ces territoires dénonce une inaction du gouvernement face à des massacres à répétition. Ce projet écologique à Matam, au nord-est du Sénégal, dans cette région très chaude, la construction de logements durables est un vrai défi. Une association de ressortissants sénégalais habitant en France tente de relever le défi en bâtissant des maisons s'inspirant de méthodes ancestrales. Reportage d'Elimandao. À Agnam-Lidoubé, au nord-est du Sénégal, Alou-Seynou et sa famille vivent désormais dans une maison construite en terre crue avec une architecture, un voûte nubienne. Un logement qui offre naturellement une température plus fraîche dans cette région où le mercure toise régulièrement les 40 degrés. Je suis très heureux de cette nouvelle maison. C'est très différent des maisons en ciment qu'on avait avant. La technique de construction et l'architecture sont plus adaptées aux fortes températures ici et à notre mode de vie. Ces logements ont été réalisés grâce à l'appui de l'Association pour le développement d'Agnam-Lidoubé, composée de ressortissants de la localité vivant en France. 29 logements ont été déjà construits pour près de 300 habitants du village. Richard, entrepreneur burkinabé, spécialiste de la voûte nubienne, est le maître d'œuvre de ces logements. On a des murs très épais qui font 60 cm d'épaisseur. Donc vraiment ça empêche la chaleur comme l'humidité aussi. Quand tu fais chaud dehors, quand tu rentres à l'intérieur, tu sens la fraîcheur. Donc c'est ça l'avantage de la voûte nubienne. Le projet a totalement transformé le visage d'Agnam-Lidoubé. Le village s'est imposé comme une vraie référence dans la région en promouvant ce type de construction plus écologique. Avec ce projet, on utilise les ressources locales, donc il n'y a pas des conséquences négatives sur l'environnement. En plus aussi, la construction de ces bâtiments en voûte nubienne, ça limite l'usage du bois pour contribuer
à la lutte contre la déforestation. Une trentaine d'autres maisons de ce type sont en cours de construction à l'horizon 2029. Le coût global du projet est estimé à 151 000 €, près de 100 millions de francs CFA. Nous ne sommes pas là pour négocier notre survie, mais pour construire la future économie climatique mondiale. Déclaration d'Abiy Ahmed à l'ouverture du sommet sur le climat ce lundi. Le Premier ministre éthiopien a donné le ton de cette deuxième édition du sommet sur le climat en Afrique. Quel bilan peut-on faire de ce sommet? Y a-t-il des avancées? Pour en parler avec nous sur ce plateau, Nadia Maïzi, professeure à Mines Paris Université Paris Sciences et Lettres et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour tenter de faire le bilan de ce sommet sur le climat, ce sommet africain sur le climat. Alors tout d'abord, peut-on dire aujourd'hui que le continent parvient à peser un peu plus dans la balance, notamment à la veille de grands rendez-vous comme le G20 prochainement et à la fin de l'année la COP? Le continent africain pèse très peu par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. 4%. 4%. Alors moi, j'ai regardé dans le rapport que nous avions publié en 2022, il était en 2019 à 9%. Donc est-ce que c'est que les émissions globalement ont augmenté pour les autres pays? Ça, c'est une question intéressante, mais je pense que le fait d'être dans l'organisation d'un deuxième sommet sur la question du climat, qui a réuni 45 chefs d'État, c'est quand même une volonté de vouloir, en tout cas, prendre son destin différemment par rapport à cet enjeu climatique pour le continent. Quels étaient les enjeux de ce deuxième sommet africain sur le climat, surtout lorsque l'on sait que les promesses de financement ne sont pas tenues? Vous l'avez rappelé, les mots d'introduction ont été très forts pour changer le prisme et les ambitions, puisque la question, c'est de participer en fait au design de cette politique et de cette économie climatique de la part de l'Afrique. Et y participer justement en exigeant que les engagements de l'ONU soient respectés, puisque ça fait partie de la Convention cadre que de devoir verser dans les fonds les sommes auxquelles les pays les plus responsables se sont engagés. Mais il y avait ce changement de position de dire, en fait, il faut, par rapport au développement qui nous attend, plutôt aller vers le fait que nous soyons co-constructeurs et donc on ne soit plus juste en attente de fonds, mais aussi en force de proposition pour des solutions. Et ça paraît totalement légitime, puisque autant être sur place pour pouvoir savoir ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est nouveau, cette nouvelle prise de conscience? Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai observé en montée en puissance déjà à Sharm el-Sheikh, lors de la COP27 donc, qui se passait en Égypte, où il y avait une très grande représentation des pays d'Afrique et où il y avait ce slogan « Empowering Africa », c'est-à-dire en fait se prendre en charge et proposer ses propres solutions. Est-ce que ce n'est pas aussi en lien avec la baisse de l'aide au développement, la fin du USAID, qui fait qu'on se rend compte aussi sur le continent qu'il faut prendre les choses en main et ne pas compter non plus sur ces financements? Alors, pas uniquement en tout cas. Oui, bien sûr. Je pense que, bien sûr, ça peut apparaître comme concomitant, mais je trouve que la dynamique, elle était bien avant en fait ce mouvement de désengagement auquel on assiste aujourd'hui. Et il y a aussi vraiment beaucoup de pays et beaucoup d'anciens scientifiques ou de décideurs qui aujourd'hui voient dans le climat cet enjeu par rapport auquel l'Afrique a un lien très fort pour son sous-développement, migration, déplacement de population, catastrophes de plus en plus fréquentes, et donc où il faut qu'elle fasse quelque chose elle-même et puis qu'elle profite pour proposer un projet de développement qui soit plus pertinent. Alors justement, vous parlez de l'économie. Selon l'Organisation météorologique mondiale, chaque année, les pays africains perdent 2 à 5%
de leur PIB à cause de catastrophes climatiques. La question climatique est aussi une urgence économique, on le voit. Que faut-il faire pour mieux s'adapter aujourd'hui sur le continent ? Alors, le reportage qu'on a vu juste avant, c'était un très bon exemple, puisqu'il y avait à la fois l'amélioration de l'isolation et dans les maisons et un enjeu lié à la déforestation par changement de matériaux de construction. Donc, en fait, il y a énormément de solutions et je pense que ces solutions ont été beaucoup discutées justement lors de ce sommet, qui peuvent être à la fois des solutions basées sur la nature, à la fois des technologies, mais qu'il faut réfléchir et c'est vraiment en ça que ce type de réunion est extrêmement riche en termes d'adaptation par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Et ça permettrait de développer aussi des filières et des revenus économiques qui bénéficieraient directement au continent, qui ne seraient plus quelque part un laboratoire de tests de solutions venues d'ailleurs, mais qui auraient la possibilité de prévoir un développement, comme il a été dit, qui ne perturbe pas l'écosystème. Notamment, on voit ici dans le reportage d'Eliman Dao les méthodes ancestrales d'architecture, mais il y a aussi l'agriculture, replanter des céréales qu'on ne mange plus mais qui sont moins gourmandes en eau, etc. Et ça, on l'observe de plus en plus. Je citais tout à l'heure le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il a inauguré en plein sommet le barrage de la Renaissance, un ouvrage qui crée de nombreuses tensions entre les pays voisins, notamment les pays notamment l'Égypte par exemple. Est-ce que l'inauguration de ce barrage qui pose de vraies questions environnementales en plein sommet sur le climat ne décrédibilise pas un petit peu la volonté justement de peser de ces pays ? Alors les sommets, c'est toujours l'occasion aussi de faire de la représentation et de promouvoir les pays qui reçoivent. Donc c'était aussi l'occasion de porter la candidature de l'Éthiopie pour la COP 32. Donc bien sûr, je pense qu'il y a des effets d'annonce qui sont concomitants et qui font qu'on est toujours à la marge entre quelque chose qui soit vraiment en adéquation, en harmonie avec l'environnement et quelque chose qui porte le projet de développement d'un pays un peu aux dépens de certains autres, évidemment. Merci beaucoup Nadia Maïzi, professeure à Mines Paris Université Paris Sciences et Lettres et co-auteure du 6e rapport du GIEC. Merci infiniment pour votre décryptage. Merci beaucoup. Le lendemain de victoire au Sénégal, les Lions de la Teranga ont remporté un match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Une victoire qui permet aux Sénégalais de se rapprocher de la qualification. Notre correspondant Eliman Dao a rencontré des supporters sénégalais dans les rues de Dakar. Kin, la belle victoire à la une du journal sénégalais Le Quotidien qui salue le succès de l'équipe nationale du Sénégal à Kinshasa dans le stade des Martyrs. D'où ce jeu de mots du quotidien LAS. Les Lions martyrisent les Léopards. Le quotidien national Le Soleil titre de son côté en toute maîtrise, non sans rappeler le scénario renversant du match. Le Sénégal menait 2-0 par la République démocratique du Congo avant de réaliser une remontada. Cette victoire est saluée par les Sénégalais que nous avons croisés ce matin dans les rues de Dakar. C'était un derby. Il fallait battre le Congo pour s'en sortir. Et ils l'ont fait. Et félicitations aux Sénégalais et à toute l'équipe. Ça a été un match compliqué pour le Sénégal parce qu'on a débuté très mal. On a été mené à la 30e minute à 2-0. Donc c'était un match un peu, voilà, c'était mal parti. Mais voilà, au final, ils se sont ressaisis. On s'est fait peur avec les 2 buts congolais, mais on a réussi à renverser le match. Surtout grâce au changement du coach. Mais tout le monde sait que le Sénégal est plus fort que la RDC. Cette victoire face à la République démocratique du Congo est certes importante, mais la qualification pour la Coupe du Monde 2026 n'est pas encore officielle. Le Sénégal devra encore jouer 2 matchs pour s'assurer cette place en Amérique du Nord. Ce sera au mois d'octobre à Juba, d'abord face au Soudan du Sud, ensuite la réception de la Mauritanie à Dakar.
Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.